Marvin Elkind était un gangster canadien et un informateur de police. Marvin a été impliqué dans le crime organisé pendant des décennies et a été associé à des personnalités criminelles à Toronto, Montréal et New York. Il a également été le chauffeur du président du syndicat des Teamsters, Jimmy Hoffa. Il est devenu l'informateur le plus prolifique du Canada. Marvin est né à Toronto dans une famille modeste d'immigrants juifs originaires d'Europe de l'Est. Sa mère, Béatrice, était une immigrante juive venue de Roumanie, tandis que son père Aaron était originaire de Russie. Marvin se souvenait de son père comme d'un homme peu recommandable, souvent entouré de mauvaises fréquentations. A l'inverse, il décrivait sa mère comme son principal soutien émotionnel. En 1937, après une tentative avortée de braquage de banque, Aaron a abandonné sa famille. Béatrice s'est ensuite remariée avec son beau-frère, Maurice. Aaron, quant à lui, est retourné en Union soviétique, où il a poursuivi ses activités criminelles avant d'être exécuté en 1946. Maurice a fondé un magasin de vêtements prospère, Elks, qui a permis à la famille d'atteindre un certain confort financier. En revanche, l'enfance de Marvin a été marquée par des difficultés. Il a été placé en famille d'accueil dès l'âge de 9 ans. Convaincu que Marvin était une mauvaise graine, Maurice l'a définitivement expulsé du foyer familial le 19 mars 1943, le confiant à la Société d'aide à l'enfance. Marvin a fini par s'associer aux éléments criminels qu'il a rencontrés alors qu'il était pris en charge et a servi de petit escroc pour des figures du crime organisé à Toronto et ailleurs. La maison où Marvin a été envoyé était la maison d'une contrebandière, Lena Pasquale, qui dirigeait ses opérations de contrebande avec la mère du futur gangster, Paul the Fox Volpe. Lena Pasquale ne se souciait pas de Marvin et l'accueillait simplement pour l'argent supplémentaire qu'elle recevait de la Société d'aide à l'enfance. Les 5 fils adolescents de Pasquale étaient tous des criminels. John Johnny Pops Papalia était un visiteur fréquent de la maison Pasquale, et lui et Roy Pasquale, l'un des 5 frères Pasquale, commettaient des braquages de banque ensemble. Marvin se souvient des braquages et cambriolages d'épicerie avec les frères Pasquale. Nous allions tous les 3. Il cassait une fenêtre à l'arrière, une fenêtre du sous-sol, j'avais 11 ans, j'étais un petit enfant. Il me poussait à travers, et je montais à l'étage. J'ouvrais la porte, et je les laissais entrer. Il n'y avait pas de coffre-fort à l'époque. L'argent était toujours dans le magasin. S'ils avaient $50, ils en prenaient la majeure partie, et ils me donnaient $5. Marvin a d'abord été arrêté par le détective Eddie le Chinois Tong, du service de police de Toronto, accusé de vol, car Eddie savait que Marvin travaillait pour les frères Pasquale. Eddie l'a libéré après son arrestation dans l'espoir qu'il le ramènerait aux frères Pasquale. Eddie était une légende locale à Toronto en tant que policier incorruptible. Eddie a arrêté les frères Pasquale ainsi que Marvin et plusieurs autres qui ont cambriolé une épicerie. Le juge a reconnu Marvin coupable de vol et l'a condamné à purger sa peine à l'école de réforme jusqu'à l'âge de 16 ans. Pendant sa peine à l'école, qui a commencé en mai 1945, Marvin a fait de la boxe son principal passe-temps. À sa libération en 1950, Marvin reprit sa carrière criminelle en travaillant pour Roy Pasquale. En 1950, il commença également à travailler comme boxeur professionnel, remportant son premier combat par KO. En mars 1952, il déménagea à New York pour poursuivre sa carrière de boxeur. Marvin était un boxeur sans succès, mais il a obtenu un emploi à la discothèque Copacabana, où se produisaient les plus célèbres artistes musicaux et comiques d'Amérique. La discothèque Copacabana était fréquentée par des gangsters tels que Frankie Carbo et Anthony Fat Tony Salerno. En 2008, Marvin se souvient, ces types venaient au Copacabana, Tony Salerno et Frankie Carbo, et ces types étaient très effrayants, et ils criaient sur tout le monde et tout le monde avait peur de les servir, mais ils donnaient de gros pourboires. Un jour, je ne l'oublierai jamais, Salerno m'a appelé à la table et il m'a dit « Vendredi est ton dernier jour ici ». J'ai dit « Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ?» Il dit « Ce n'est rien de tout cela. Depuis lundi, vous êtes le chauffeur de Jimmy Hoffa. » Et je lui réponds « Mais je ne veux pas être le chauffeur de Jimmy Hoffa. » Et il répond « Personne ne te le demande. » Marvin devient le chauffeur de Jimmy Hoffa, le controversé leader des Teamsters, connu pour ses activités illicites. Ce rôle qu'il occupa pendant 4 ans lui fut confié par Anthony Salerno, qui voyait en sa nationalité canadienne un avantage. Marvin ne risquait pas la conscription, contrairement à son prédécesseur. Marvin décrivit Hoffa comme une figure imposante, un homme sans peur, presque dénué d'émotion ou d'humour, mais entièrement dévoué à son syndicat. Lors d'un séjour à Miami en 1954 pour un combat de boxe, Hoffa l'informa qu'un homme influent voulait le rencontrer. Cet homme, Meyer Lansky, exigea que Marvin perde volontairement le match pour maximiser ses gains dans des paris truqués. Lansky, après avoir assuré sa coopération, salua ses talents de comédien après la défaite orchestrée. En 1956, Marvin fut réaffecté à Montréal auprès de Vincenzo Cotroni, une figure clé de la mafia. À Montréal, il devient chauffeur et garde du corps pour Cotroni, et s'impliqua également dans des affaires douteuses avec William O'Brien,
notamment la vente de viande invariée. Plus tard, Marvin retourna à Toronto pour travailler avec Tommy Corrigan, un chef syndical corrompu. Contrairement à Hoffa, Corrigan privilégiait ses intérêts financiers au détriment des travailleurs. Cette période marqua aussi un tournant personnel pour Marvin. Il se maria en 1958, finançant sa cérémonie avec des fonds détournés, et devient père de 2 filles au début des années 60. En 1958, Marvin rejoint la famille Papalia. Il travaille d'abord comme videur dans le bar Arabian Village sur College Street, un lieu qui servait également de maison de jeu illégale pour le compte de Johnny Papalia. Aux côtés du boxeur Howard Baldy-Chard, Marvin se chargeait de maintenir l'ordre dans cet établissement. Malgré une relation tendue avec Papalia, qu'il connaissait depuis 1943, leur longue histoire commune en faisait un collaborateur relativement fiable aux yeux de ce dernier. En parallèle de ses activités avec la famille Papalia, Marvin devient chauffeur pour le boxeur légendaire Mohamed Ali lors de ses passages à Toronto. Leur rencontre initiale eut lieu en 1965, lorsque Marvin accompagna George Chuvalo à New York pour assister au combat opposant Ali à Floyd Patterson au Madison Square Garden. Marvin, ami de longue date du champion canadien Chuvalo, utilisa ses connexions avec les Teamsters Aki Suofa pour obtenir une chambre prestigieuse à Ali dans un hôtel de renom. En guise de remerciement, Ali lui promit de l'engager comme chauffeur à chaque visite à Toronto. Lors du rematch entre Chuvalo et Ali en 1966 au Maple Leaf Gardens de Toronto, Ali séjourna au Lord Simcoe Hotel et Marvin officia à nouveau comme son chauffeur. Dans les années 60, alors qu'Ali devenait l'une des figures les plus célèbres au monde, Marvin jouissait d'une influence particulière au Canada. Il était le seul Canadien capable d'organiser des événements où Ali pouvait prendre la parole, ce qui renforçait sa position sociale et ses connexions. Marvin diversifia ses activités dans les années 60 en ouvrant un magasin de vêtements, The Coach Room. Ce commerce visait à concurrencer Elks, le magasin de vêtements pour hommes appartenant à son oncle et beau-père. En réalité, The Coach Room servait de façade pour des opérations de blanchiment d'argent au profit de l'Atlantic Acceptance Corporation, une société dirigée par C. Powell Morgan qui fonctionnait comme un schéma de Ponzi. Malgré ses activités illicites, Marvin cultivait une image publique respectable. En tant que propriétaire de The Coach Room, cadre supérieur des Teamsters, époux et père de 2 filles, il participait généreusement à des œuvres caritatives. Cette façade s'effondra le 14 juin 1965 lorsque l'Atlantic Acceptance Corporation fit défaut sur un chèque de 5 millions de dollars, entraînant la plus grande faillite d'entreprise de l'histoire canadienne de l'époque. Marvin fut arrêté pour fraude et blanchiment d'argent, tandis que Morgan mourut subitement. La faillite de l'Atlantic Acceptance et son témoignage devant la commission royale d'enquête qui suivit ruinèrent définitivement l'image respectable de Marvin à Toronto. Il fut désormais perçu comme un escroc impliqué dans l'un des scandales financiers les plus retentissants du pays. En décembre 1969, dans le cadre d'un accord de plaidé coupable, Marvin reconnut sa culpabilité pour fraude et blanchiment d'argent. Il fut condamné à 1 an de prison qu'il commença à purger au Mimico Correctional Centre le 18 décembre 1969. Pendant son incarcération, il se lia d'amitié avec Harold Ballard, le propriétaire de l'équipe de hockey des Toronto Maple Leafs, également emprisonné pour fraude et évasion fiscale. Libéré sur parole le 18 avril 1970, Marvin se mit au service de Giacomo Lupino, chef mafieux de Hamilton. Il fut chargé de transporter des sommes d'argent à Montréal pour Paolo Violi, sous-chef de la famille Cotroni et gendre de Lupino. En 1970, Marvin participa à son dernier combat de boxe à Vancouver. Pour ce match, financé par le magnat minier Murray Pezim, il reçut 3 000 $. Conscient que son âge devenait un handicap, il consulta son ami Jack LaMotta, qui lui conseilla de simuler une faiblesse en utilisant la technique du rope-a-dope. Suivant ce conseil, Marvin feignit d'être au bord du chaos, incitant son adversaire à baisser sa garde, ce qui lui permit de remporter la victoire par un coup décisif. Dans les années 70, Marvin travailla également comme collecteur de dettes dans le milieu criminel, notamment pour des usuriers, souvent en collaboration avec le gangster Howard Chard. En 1980, Marvin fit la connaissance de Neil Proverbs, un arnaqueur de la bourse, spécialisé dans les escroqueries à l'investissement rapide. Face à des accusations de fraude pour un détournement de 80 000 $, Proverbs paya Marvin 5 000 $ pour tenter de soudoyer la police afin que les charges soient abandonnées. Marvin organisa une rencontre entre Proverbs et 2 sergents de la police de Toronto, George Reynolds et William Bullied, en charge de l'affaire. Cependant, à partir du 22 octobre 1981, Proverbs commença à filmer en secret ses dîners avec Reynolds et Bullied.
Le 5 mai 1982, les vidéos furent divulguées au Toronto Star, qui en fit sa une. Craignant une arrestation imminente, Marvin s'enfuit à Calgary. En novembre 82, Marvin fut arrêté à Calgary dans le cadre d'une escroquerie connue sous le nom de Tin Man, où il surfacturait des propriétaires pour des installations médiocres de revêtement en aluminium. Pour éviter une condamnation, il accepta de témoigner pour la couronne qui cherchait à poursuivre Proverbs, devenu un acteur central dans un scandale majeur à Toronto. Lors du procès, Marvin se révéla un témoin atypique mais efficace, souvent comique, ses répliques provoquant régulièrement l'hilarité dans la salle d'audience. Il témoigna avoir tenté de soudoyer Bullied et Reynolds, mais ajouta que les deux détectives avaient refusé ses offres, une version qui correspondait à la stratégie judiciaire de la couronne. En 1983, Marvin commença à se sentir sous-estimé par les chefs criminels qu'il servait, estimant qu'il ne recevait aucune promotion malgré ses efforts. En conséquence, il décida de travailler comme informateur pour la police provinciale de l'Ontario, l'OPP. Sous l'alias de l'agent 0030, Marvin devient l'informateur le plus prolifique de l'histoire criminelle canadienne. Sa particularité résidait dans le fait qu'il réussissait à opérer en tant qu'informateur pendant une décennie, sans jamais être démasqué. Selon le journaliste Adrian Humphries, Marvin a aidé les policiers à capturer des membres de cartels au Mexique, des terroristes libyens, des trafiquants de drogue à New York, des mafieux à Détroit, des comploteurs au Ghana, des arnaqueurs de la bourse à Amsterdam, des politiciens corrompus, des motards hors la loi, des tueurs et une gamme complète de criminels dans des villes à travers le Canada. L'un des premiers succès de Marvin comme informateur fut de localiser un gangster de Buffalo, Santo Chibeta, cassé à Hamilton, ce qui prouva qu'il avait accès à des figures de haut niveau dans le milieu criminel. En collaboration avec la police, il exposa également une arnaque impliquant des agents immobiliers Herbert Alestine et George Burick, qui tentaient de faire encaisser de faux chèques certifiés d'une banque de Saint Kitts pour un total de 1,7 million de dollars. En 1983 et 1984, Marvin travailla sous couverture avec le chef de la mafia de Hamilton, Johnny Papalia, pour exposer ses arnaques immobilières. Il apprit par un autre criminel, Howard Halpenny, que Papalia prévoyait de prendre le contrôle de la majeure partie du centre-ville de Hamilton, par la fraude, et Marvin se retrouva impliqué dans le complot en informant Halpenny qu'il connaissait un courtier immobilier malhonnête. Le 20 juillet 1983, Marvin rencontra Papalia dans son bureau à Galaxy Vending, sur Railroad Street. Il lui dit sous couverture « Regarde ça, ce type obtient des prêts hypothécaires que la plupart des gens ne peuvent pas obtenir. » Ce qui incite à Papalia à répondre « Va au travail, mets ça en place ». Marvin découvrit que Papalia, par des moyens malhonnêtes, cherchait à acheter une grande partie du centre-ville de Hamilton pour construire un hôtel de 100 chambres. Papalia était très prudent dans ses paroles lors de ses réunions avec Marvin, préférant faire des déclarations cryptiques et des gestes pour exprimer ses intentions. En octobre 1983, grâce aux informations de Marvin, les régulateurs commencèrent à enquêter sur un emprunt de 11,7 millions de dollars que Papalia avait contracté pour des propriétés d'une valeur réelle de seulement 2 millions de dollars. Marvin n'enregistra jamais Papalia en train de dire quoi que ce soit pouvant servir de preuve pour incriminer ses arnaques visant à frauder des investisseurs de millions de dollars, mais il réussit néanmoins à recueillir suffisamment de preuves pour faire échouer le projet immobilier de Papalia. En 1984, le statut de Marvin en tant que responsable des Teamsters le mena à être approché par Hector Massey, professeur de sciences politiques à l'université York et organisateur influent du Parti libéral au sein de la communauté jamaïcaine canadienne de Toronto. Le 16 avril 1984, chez lui, Massey informa Marvin qu'il pourrait organiser pour les chauffeurs de camions des Teamsters d'être le conducteur exclusif sur les chantiers du gouvernement fédéral en échange d'un pot de vin. Massey ajouta qu'il avait de nombreux amis à Ottawa, dont Jean Chrétien, ministre de l'Énergie, et l'un des plus proches alliés du Premier ministre, Pierre Trudeau, et qu'il pourrait obtenir n'importe quel projet de construction du gouvernement fédéral. Le gestionnaire de Marvin à l'OPP lui ordonna de porter un micro lors de ses rencontres avec Massey, jugeant cette affaire comme une importante affaire de corruption. Marvin rejoignit le Parti libéral et assista à la convention du 13 juin 1984, où Chrétien perdit face à John Turner pour devenir le nouveau chef du Parti libéral. Lors de la convention, Marvin servit de garde du corps à Chrétien, qu'il décrivit comme un type génial. L'enquête fut arrêtée sur ordre de supérieurs, qui estimèrent qu'il ne voulait pas que l'OPP charge des responsables fédéraux de corruption à l'approche des élections générales. En juin et juillet 86,
le statut de Marvin en tant que responsable des Teamsters lui permit de s'impliquer dans un réseau de trafic de drogue, acheminant de la cocaïne de Détroit vers Toronto. Avec l'agent spécial du FBI, Rich Mazzari, ils apprirent l'existence d'une filière de trafic dirigée par un financier indo-américain, Kirpal Ahluwalia, reliant Los Angeles à Toronto, avec la distribution de la drogue assurée par le gang de motards Paradise Riders. Lors d'un achat de drogue à Détroit, un agent du FBI inexpérimenté répondit au téléphone en se présentant comme FBI Détroit, ce qui exposa la couverture de Marvin, l'obligeant à fuir. Le 22 mars 1987, deux gangsters se présentèrent chez Marvin avec l'intention de le tuer, ce qui poussa Marvin à mettre à profit ses compétences en boxe, tandis que sa femme appelait la police. L'affaire se termina en juin 1987 par l'arrestation du propriétaire du $1 million saloon utilisé pour le trafic de drogue, ainsi que des deux hommes ayant tenté de tuer Marvin. En 1986, Tommy Corrigan et Marvin se rendirent à New York pour rencontrer plusieurs figures de la mafia, tout en tenant le FBI informé de leurs activités. À leur retour à Toronto, Corrigan informa Marvin que Carmine the Snake Persico, le chef de la famille Colombo, se rendrait à Toronto pour se cacher, car il avait été inculpé en tant que membre de la commission. Marvin informa le FBI des projets de fuite de Persico vers le Canada, ce qui fut avorté. En 1987, Corrigan envoya Marvin à Atlantic City, où il envisageait d'investir dans l'immobilier. Lors de ce voyage, Marvin fit rapport à l'agent spécial Rich Mazzari du FBI. À Atlantic City, Marvin rencontra 3 membres de la mafia représentant Nicodemo Little Nicky Scarfo, le chef de la mafia de Philadelphie, qui cherchait à prendre le contrôle d'un casino. Atlantic City faisait partie des territoires de la famille Bruno de Philadelphie, selon la commission. Marvin dit aux 3 mafieux qu'il représentait non seulement Corrigan, qui était prêt à voler dans les fonds de pension des Teamsters pour prêter de l'argent à Scarfo, mais aussi Irving Cott, un financier de Montréal notoirement peu scrupuleux. Marvin présenta Mazzari comme un autre gangster de Toronto intéressé par le projet de casino. Mazzari réussit à stopper les plans de Scarfo concernant le casino. Marvin a révélé l'une des escroqueries de Corrigan, à savoir la soi-disant Banque internationale de St. Kitts, basée à Basse-Terre. Avec l'aide du gouvernement corrompu de St. Kitts, un groupe de financiers et d'avocats canadiens et américains également corrompus avait monté une fausse banque à St. Kitts, détenue par Corrigan. En réalité, la Banque internationale de St. Kitts vendait des actions dans cette banque fictive à des investisseurs britanniques. Les actions de la Banque internationale étaient vendues par un centre d'appel à Londres utilisant des techniques de vente agressives pour convaincre des personnes ordinaires qui ne remarquaient pas les nombreux aspects douteux de la banque, comme l'absence d'actifs connus ou les adresses incomplètes des actionnaires. Plusieurs ministres du gouvernement de St. Kitts, ainsi que leurs familles et amis, étaient impliqués dans cette escroquerie, ce qui rendait le gouvernement de St. Kitts particulièrement peu coopératif avec les demandes d'information des États-Unis, du Royaume-Uni et du Canada. Le journaliste Peter Moon mena une enquête qui parut en une du Globe and Mail le 26 janvier 1987. L'article de Moon causa un scandale et conduisit le gouvernement de St. Kitts à fermer la Banque internationale. Le 14 septembre 1987, Marvin rencontra un homme d'affaires de Toronto, Nicolas Andreco, qui lui confia qu'il comptait financer un coup d'État pour renverser Jerry Rawlings, le président du Ghana, et cherchait à rencontrer des marchands d'armes. Un autre agent de l'OPP, John Celentino, se joignit à eux, sous le nom de Gino. Le 5 novembre 1987, au cours d'une réunion à Toronto, Marvin présenta Andreco à Gino, qui se faisait passer pour un marchand d'armes. Ces armes devant être envoyées en Côte d'Ivoire via les États-Unis, le FBI fut impliqué dans l'enquête. Le 9 janvier 1988, Marvin introduisit Andreco et Sam Odam, membres du Ghana Democratic Movement, à Celentino dans un hôtel à Détroit où Andreco et Odam parlèrent ouvertement de leur projet pour renverser Rawlings dans le cadre du coup d'État. Le 28 février 1988, Marvin rencontra un autre conspirateur, le docteur Edward Mahama, représentant le leader du complot, un ancien ministre des Finances du gouvernement de Rawlings, vivant en exil après un coup d'État manqué en 1981. En mai 1988, Marvin apprit qu'Andreco attendait de contrôler les riches mines d'or du Ghana en échange de son financement du coup d'État. Andreco faisait partie d'un consortium d'hommes d'affaires influents qui voulaient prendre le contrôle de l'économie ghanéenne, riche en or, cacao, pétrole, bois et diamants. En tant que membre du Commonwealth, le Ghana était un partenaire stratégique et le complot qui impliquait également Toronto suscita une grande inquiétude au sein du gouvernement canadien. En septembre 1988, après que le gouvernement canadien ait informé celui du Ghana du complot,
Celui-ci fut avorté. Le 3 mai 1988, lors d'un incident de rage au volant, Marvin attaqua un homme dont la voiture avait percuté la sienne. Marvin plaida coupable d'agression causant des blessures corporelles, mais le juge John Gilbert décida que, en tant qu'ancien boxeur, Marvin devrait purger une peine de prison. Il fut condamné à 90 jours de prison à l'établissement de Mimico. Pendant son séjour, Marvin a appris d'un autre prisonnier, Joseph Pilgrim, que ce dernier avait vendu l'arme ayant servi à tuer l'agent de la police régionale de Wark, Douglas Tribing, lors d'un vol dans un magasin d'ordinateurs à Markham en 1984. Sur la base de ces informations, Marvin informa son supérieur que le tueur de Tribing était un criminel de carrière, Ronald Wark, dont la petite amie était la sœur de Pilgrim. Wark fut reconnu coupable de meurtre au premier degré en 1983 pour l'assassinat de Tribing. Le 26 octobre 1989, Marvin menaça de tuer Philip dans un restaurant de Toronto, ce qui entraîna son arrestation immédiate. Philip étant devenu un témoin de la cour et portant un micro. En tant qu'informateur, Marvin était censé tenir informé son gestionnaire de toutes ses activités criminelles. L'arrestation de Marvin pour menace de mort fut rapportée dans les journaux de Toronto, ce qui le protégea contre les accusations d'informateur pendant plusieurs années. En 1990, Marvin se rendit sous couverture à Détroit, accompagné de Rain, en se faisant passer pour des gangsters, cherchant à acheter des armes de marché noir à revendre à Toronto. Après avoir visité une discothèque à la recherche de trafiquants d'armes, disposés à leur vendre des pistolets, la discothèque fut attaquée. Le lendemain, Marvin et Rain reçurent un appel de l'agent spécial du FBI, Rich Mazzari, leur annonçant que leur couverture avait fonctionné, un peu trop bien. La police de Détroit était désormais convaincue que le duo canadien était responsable de l'attaque de la discothèque. Mazzari, responsable des opérations du FBI à Détroit, empruntait souvent Marvin aux OPP pour ses missions. Toujours en 1990, Marvin travailla pour le FBI et se rendit dans une boulangerie italienne à Détroit, suspecté de vendre de l'héroïne. Il se fit passer pour un trafiquant de drogue de Toronto, désireux d'acheter de l'héroïne. Le boulanger, qui se révéla assez disposé à vendre de l'héroïne, précisa que sa source était constituée de 3 policiers de Détroit, ainsi que d'un agent immobilier de l'autre côté de la frontière, à Windsor. Les informations fournies par Marvin permirent l'arrestation des 3 policiers corrompus. En 1991, Marvin était copropriétaire de la boulangerie Laurel Life et se retrouva impliqué dans un complot orchestré par 2 autres copropriétaires, Stanley Grossmain et Corrigan, pour escroquer le 4e copropriétaire Sidney Rosen, qui avait à son tour escroqué Grossmain en lui volant une partie de ses actions dans l'entreprise. Le 22 novembre 1991, Marvin, portant un micro, enregistra Grossmain lui ordonnant de recruter des voyous pour battre Rosen et kidnapper ses enfants afin de forcer Rosen à transférer 500 000 $ sur un compte bancaire à Hong Kong. Le 17 janvier 1992, Marvin présenta à Grossmain John Celentino, prétendant qu'il s'agissait d'un voyou américain de Détroit qu'il avait engagé pour tabasser Rosen. Après l'arrestation de Rosen, Marvin resta impliqué dans d'autres affaires. En février 1992, lors d'une réunion avec Corrigan à la boulangerie, Marvin faillit être exposé comme un informateur, lorsque l'un de ses voyous plaisanta en disant que Marvin pouvait être un indique et saisit son torse où il sentit le micro sous son chemisier. Marvin cria de douleur et s'enfuit en courant. Le lendemain, Marvin expliqua l'incident à Corrigan en disant qu'il portait des attelles pour une blessure au dos, ce qui avait été ressenti sous son chemisier. Au printemps 1992, Marvin rencontra Carmen Barilaro, le sous-boss de la famille Papalia, pour discuter de ses projets de vente de passeports falsifiés. Les informations récoltées par Marvin conduisirent à l'inculpation de Barilaro pour trafic de drogue en mai 1992. Lors du procès de Rosen en 1993, l'avocat de Rosen exigea que l'informateur anonyme soit contraint de témoigner. Marvin fut contraint de témoigner au procès, ce qui conduisit à la condamnation de Grossmain. Cependant, l'affaire Rosen révéla que Marvin était un informateur. Après avoir été exposé comme informateur en 1993, Marvin mit fin à son travail sous couverture. Le 13 mai 1993, les services d'informateurs de Marvin prirent officiellement fin. Le gangster Eddie Mello, furieux d'apprendre que Marvin était un informateur, tenta de le battre en plein jour devant le marché Saint-Laurent. Marvin ne dut sa survie qu'à l'intervention de Mitchell Chuvalo, le fils de George Chuvalo qui vient à son secours. Corrigan, également furieux, avertit Marvin qu'il allait le faire tuer. En réponse, Marvin révéla à la femme de Corrigan un détail embarrassant sur un ménage à 3, impliquant Corrigan, sa maîtresse et une jeune femme. L'incident se termina lorsque la maîtresse, jalouse,
attaqua la jeune femme. Marvin espérait que l'épouse de Corrigan, d'origine italo-américaine, pourrait se retourner contre son mari via ses connexions avec la mafia. Le 6 mai 2001, Corrigan fut empoisonné, mais l'identité de son meurtrier demeure inconnue. Peu avant son exposition, Marvin avait présenté à la famille Comiso un tueur à gages américain devenu informateur du FBI, Ernie Kanakis, dans le cadre d'une opération sous couverture. La possibilité que les frères Comiso cherchent à se venger de Marvin poussa ce dernier à se rendre à Los Angeles en 1993, où il fut protégé par le FBI, en reconnaissance de ses services rendus à l'agence. Cependant, lassé de sa vie sous protection de témoins, Marvin s'échappa de ses gardes du corps du FBI le 7 juin 1993 pour se rendre à Las Vegas, où il assista à un match de boxe. En conséquence, le FBI expulsa Marvin et le renvoya au Canada pour avoir enfreint les règles de protection de témoins. Marvin s'installa à Vancouver avant de revenir à Toronto en 1994 pour être près de ses filles. En 1998, un homme d'affaires riche, Jack Tully, qui priait à la synagogue où Marvin servait comme garde de sécurité, s'approcha de lui avec une proposition: engager Marvin pour tuer son gendre. Tully était furieux que son gendre, Martin Fisher, ne lui permette pas de voir sa fille, ni ses 2 petits-enfants. Il offrit à Marvin une somme d'argent s'il parvenait à rendre Fisher ivre et à le faire conduire, en espérant qu'il mourrait dans un accident. Marvin refusa l'offre, estimant que Fisher pourrait tuer d'autres personnes en conduisant sous l'emprise de l'alcool. Tully ne se découragea pas, révéla que Fisher était gravement allergique au beurre de cacahuète et proposa à Marvin de le tuer en l'empoisonnant avec de l'huile de cacahuète dans de l'alcool ou des aliments contenant du beurre de cacahuète. Marvin contacta la police régionale de Work au sujet du complot de meurtre et, tout en portant un micro, enregistra une conversation avec Tully le 2 septembre 1998. Tully parla du plan de tuer Fisher et lui fournit les armes du crime, une bouteille d'huile de cacahuète et un pot de beurre de cacahuète. Cela mena à son arrestation. En janvier 2001, Tully fut jugé à Toronto et Marvin fut le témoin vedette pour le procureur. La nature bizarre du complot de meurtre fit sensation dans les médias. Alors que l'affaire progressait et qu'il devenait évident que le procureur avait un dossier accablant contre lui, Tully conclut un accord de plaider coupable pour un complot en échange d'une peine de prison réduite. En 2009, Marvin fut appelé hors de sa retraite pour sa dernière mission sous couverture. Il fut employé à Mexico par le FBI et la Policia fédérale pour contacter un cousin de la famille Pascual avec lequel il avait grandi. En décembre 2009, Marvin se rendit à Mexico où on lui conseilla de ne pas porter de micro, car cela était trop dangereux. Il devait se souvenir de ce qui était dit lors de la rencontre portant sur le trafic de cocaïne vers les États-Unis, et il fut payé 2000 $ pour ses services auprès du Mexique. En 2011, Marvin évoqua sa carrière criminelle en ces termes. La vie de la mafia s'y livre avec beaucoup de mauvaises personnes, et tu n'es pas toujours sûr de savoir qui sont tes amis et qui ne le sont pas. Si je pouvais remonter le temps de 68 ans, je le ferais complètement différemment. Suis-je satisfait de la façon dont j'ai vécu ma vie ? 100%. Concernant son travail d'informateur, Marvin expliqua: « Je vais te dire ce qui fait un bon informateur et je vais te le dire franchement, gamin. Tu dois être un gars qui n'est pas de haut niveau dans une mafia, mais qui travaille dans plusieurs. Un gars qui est insatisfait, qui sent qu'il n'a jamais atteint la place qu'il aurait dû, et qui n'a pas de loyauté forte, et qui est amer. Et tu dois avoir des couilles en acier et pas de cerveau. Et j'ai les deux. » Le journaliste James Dubrow fit l'éloge de Marvin en ces termes. C'était un orateur charismatique et un excellent sujet d'interview, avec une voix typique de mafieux. Je suis étonné qu'il n'ait jamais été tué. Il a trahi de nombreux gangsters et a même témoigné en cours contre eux. Dans ces dernières années, Marvin apparut fréquemment dans des documentaires télévisés sur le crime organisé, où il devient célèbre comme raconteur. Marvin lutta contre la maladie de Parkinson dans ces dernières années et mourut de cause naturelle chez lui le 21 janvier 2024 à l'âge de 89 ans.